On ne raconte pas d'histoire sur le genre de cupidité qui pousse en terre fertile. Pas dans ces contrées, pas sous ce ciel. Ici, elle est lente, patiente, comme un serpent. Et quand la corruption s'installe, elle ne s'annonce pas. Elle s'installe simplement et attend que quelqu'un d'assez faible pour l'accueillir. Mais ce n'était pas la cupidité qui a mené Caleb faire la vallée. C'était la fuite. Il fuyait le souvenir d'une ferme incendiée, le parfum de fumée qui s'accrochait encore à ses vêtements usés, et le silence d'un monde qui lui avait tout pris. Depuis 3 jours, son cheval boitait, et sa gourde était aussi sèche que sa gorge. Le canyon, impitoyable et baigné de soleil, ne lui avait offert aucun répit. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner, il vit une chose impossible. Une fine ligne de verre. Un rideau de brume suspendu entre 2 pics déchiquetés que les cartes ignoraient. C'était une entrée, un murmure de vie, dans une terre de mort. Devant l'arche de pierre envahie par la vigne, il descendit de sa monture. Le cheval, épuisé, refusa d'avancer, ses yeux roulants de peur. Caleb posa une main sur son flanc tremblant. « C'est bon, mon vieux, » dit-il doucement, sa voix rauque par la soif. « Tu attends ici, je vais juste jeter un œil. » C'était un acte de bonté, un vestige d'un homme qu'il était autrefois. La vérité était qu'il ne pouvait pas supporter de voir une autre créature innocente souffrir à cause de ses échecs. Poussant les lianes épaisses comme des serpents, il entra, et le monde changea. Le soleil brutal disparut, remplacé par une lumière diffuse et argentée qui filtrait à travers la canopée d'arbres colossaux. L'air était frais, humide, vibrant du bourdonnement d'insectes et du chant d'oiseaux inconnus. C'était un sanctuaire, un secret gardé par les montagnes. Il fit quelques pas, émerveillé, et le sentiment d'être observé le frappa comme un coup de poing. Il se figea, sa main se posant instinctivement sur la crosse de son colt. Elles émergèrent du brouillard comme des esprits de la forêt. 3 femmes, plus grandes que n'importe quel homme qu'il ait jamais vu, leur peau de la couleur du cuivre poli, leurs cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau. Elles se déplaçaient avec une grâce silencieuse qui démentait leur taille, leur robe courte en peau de cerf révélant des membres longs et puissants. Celle du milieu, le visage d'une beauté sévère et impitoyable, tenait une lance dont la pointe d'obsidienne étincelait même dans la lumière tamisée. En un clin d'œil, la pointe était pressée contre la gorge de Caleb. « Si cette histoire vous tient déjà en haleine, appuyez sur le bouton j'aime. Nous ne faisons que commencer et ce conte de désir interdit est à point de devenir bien plus dangereux. »« Tu t'es égaré, petit homme, » dit la femme. Sa voix un grondement grave, un mélange de menace et de curiosité. Les hommes n'entrent pas dans ce lieu. Caleb ne bougea pas. Il sentit la pression aiguë de la pierre contre sa peau. Il avait affronté des bandits, des soldats et la faim elle-même, mais il n'avait jamais ressenti une telle aura de pouvoir ancien, de domination tranquille. Il regarda son regard, ses yeux sombres et insondables. « Je ne cherchais pas cet endroit, » dit-il, sa voix stable malgré le battement de son cœur dans sa poitrine. « Je ne cherchais juste de l'eau. » La femme à sa droite, dont le visage était plus doux, presque interrogatif, s'avança. « Il ne ment pas, Kaya. Il n'y a pas de tromperie en lui, seulement de la fatigue et du chagrin. » La troisième, silencieuse et vigilante, observait chaque muscle du corps de Caleb, son expression indéchiffrable. Kaya, la meneuse, ne cligna pas. Le chagrin ne te donne pas le droit de profaner cette terre. La loi est claire. Aucun homme n'entre et ne repart. Caleb sentit le poids de ses 30 ans s'abattre sur lui. Il avait fui si loin pour mourir au seuil d'un paradis caché. Un rire sec et sans joie lui échappa. « Alors fais-le, » dit-il, un soupçon de défi dans sa voix. Ce n'était pas de la bravoure, c'était la simple vérité. Et cette vérité, brute et sans phare, sembla surprendre les 3 sœurs. Kaya plissa les yeux, étudiant son visage. Elle vit la fatigue, oui, mais elle vit aussi autre chose. Une braise de résilience qui refusait de s'éteindre. Lentement, la pointe de la lance s'abaissa. Pas complètement, mais juste assez. « La loi dit qu'aucun homme ne repart, » dit Kaya, sa voix plus basse maintenant, presque conspiratrice. Elle ne dit rien sur ce qui arrive aux hommes qui restent. Un frisson parcourut l'échine de Caleb, un frisson qui n'avait rien à voir avec la peur. C'était la reconnaissance d'un changement de pouvoir, d'un jeu dont il ne comprenait pas encore les règles. Les 2 autres sœurs échangèrent un regard qu'il ne put déchiffrer. « Tu cherchais de l'eau, » continua Kaya,
Un léger sourire narquois effleurant ses lèvres. « Tu en auras, et de la nourriture, et un abri. Mais rien n'est gratuit dans cette vallée. » Elle fit un geste de la tête et la sœur silencieuse s'approcha, prenant le pistolet de Caleb à sa ceinture avec une praticité déconcertante. « Nous avons des bêtes à dompter, des terres à défricher, un monde à protéger. Nous n'avons jamais eu besoin d'un homme pour faire ce travail, mais l'univers t'a envoyé à nous pour une raison. Nous allons découvrir laquelle. » Caleb ne se sentait plus comme une intrusion, mais comme un spécimen, un mystère qu'elles avaient l'intention de résoudre. La peur initiale s'était transformée en une curiosité intense et dangereuse. Il était prisonnier, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'il le conduisait plus profondément dans la forêt luxuriante, passant devant des cascades qui tombaient dans des bassins d'un bleu irréel, il comprit que son épreuve ne faisait que commencer. Il avait échappé à la mort dans le désert pour faire face à un destin bien plus complexe, un destin entre les mains de 3 femmes géantes qui régnaient sur un royaume interdit au reste du monde. Et pour la première fois depuis des mois, il ne voulait plus fuir, il voulait voir ce qui allait se passer ensuite. Le travail commença à l'aube. Ce n'était pas de défricher la terre ou de couper du bois comme il s'y attendait. Kaya le conduisit, avec Elara et Lyra qui suivaient à une distance respectueuse, vers un enclos de pierre colossal construit au pied d'une falaise. À l'intérieur, une bête se déchaînait, un cauchemar de muscles et de fureur. Elle ressemblait à un buffle, mais 2 fois plus grande, avec une fourrure noire emmêlée et des cornes en spirale qui auraient pu éventrer un ours grizzly. « C'est un garde-corne, » dit Kaya, son visage impassible. « Il protège les passages supérieurs. Nous devons le déplacer vers le pâturage de l'Est, mais il n'a pas été touché par une main depuis une décennie. Il est à toi. » Pendant 3 jours, Caleb échoua. Il essaya la force, utilisant des cordes et des leviers, mais la bête les brisa comme des brindilles. Il essaya de l'affamer, mais le garde-corne se contenta de le fixer avec une intelligence méprisante. Chaque soir, il retournait à la petite hutte qu'elle lui avait assignée, le corps meurtri et l'esprit chancelant, sentant leurs 3 pères dieux le juger depuis leur demeure plus élevée, sculptée dans la paroi de la vallée. Il n'était pas un homme qui abandonnait, mais il était près du désespoir. C'est dans ce désespoir, la 4e nuit, qu'il se souvint de son père. Un homme qui pouvait calmer n'importe quel cheval, non pas en le brisant, mais en l'écoutant. Le lendemain matin, Caleb n'apporta pas de corde. Il entra dans l'enclos vide, s'assit contre la paroi rocheuse la plus éloignée et attendit. La bête chargea, s'arrêtant à quelques centimètres de lui dans un nuage de poussière, barrissant sa fureur. Caleb ne bougea pas. Il ne la regarda pas comme un obstacle, mais comme une créature vivante. Il lui parla, sa voix basse et régulière, racontant l'histoire de sa ferme, du soleil sur les champs de blé, du poids d'une selle familière. Il passa toute la journée ainsi, et la suivante. Lentement, la méfiance de la bête se mua en curiosité. Le 3e jour, alors que Caleb s'apprêtait à partir au crépuscule, le garde-corne fit un pas en avant et posa son énorme museau sur son épaule. Une vague de chaleur et de puissance brute traversa Caleb. Il avait gagné, non pas en dominant, mais en comprenant. Leur voyage mettra à l'épreuve des continents et des années. Si vous croyez que le véritable amour ne connaît aucune distance, commentez « Je crois au véritable amour ». Cette nuit-là, alors qu'il mangeait le ragoût que Elara lui avait laissé, Kaya entra dans sa hutte. L'air se chargea instantanément de tension. Elle s'assit en face de lui, la lueur du petit feu dansant sur son visage saisissant. « Tu n'es pas seulement fort, » dit-elle, et ce n'était pas un compliment, mais une constatation. « Tu es patient, et tu penses comme un prédateur, pas comme une proie. Je veux savoir pourquoi. » Caleb haussa les épaules, mal à l'aise sous son regard scrutateur. « Un homme apprend quelques trucs pour survivre. »« Nous ne voulons pas seulement que tu survives, » dit-elle, sa voix baissant d'un ton, devenant plus grave. « Nous sommes les dernières de notre lignée, les filles de la vallée du soleil caché. Une maladie, il y a des générations, a emporté tous nos hommes. Chaque enfant né depuis lors a été une fille. Nous sommes une fin. » La vérité tomba entre eux, lourde et suffocante. Ce n'était pas seulement une communauté isolée, c'était une espèce au bord de l'extinction.
Tu es le premier homme qui a mis le pied dans cette vallée depuis plus d'un siècle. » Caleb sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il était passé d'un prisonnier à un artefact, d'un ouvrier à une sorte de messie involontaire. La ferme incendiée, la femme et le fils qu'il avait perdus, tout ce chagrin qu'il avait poussé dans le désert semblait soudain insignifiant et en même temps terriblement pertinent. Il était un homme qui avait tout perdu, confronté à des femmes qui étaient sur le point de tout perdre. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Au début, nous ne le savions pas, » admit Kaya. « Nous pensions te mettre au travail, voir si tu étais utile. Mais ce que tu as fait avec le garde-corne, ce n'était pas de l'utilité, c'était de l'harmonie. Un homme qui pouvait calmer une telle fureur sans la briser... » Elle le fixa, et pour la première fois, elle ne vit pas seulement une gardienne, mais une femme portant le poids de son monde sur ses épaules. « Nous avons besoin de plus que ta force, Caleb. Nous avons besoin de ton esprit, de ta cède. Nous avons besoin d'un avenir. » Le mot « cède » resta en suspens dans l'air, cru et intime. Ce n'était plus une question de travail ou de survie, c'était une proposition qui touchait au cœur même de la création et de l'héritage. Elara commença à le visiter pendant la journée, non pas pour lui apporter de la nourriture, mais pour lui parler. Elle lui racontait les légendes de leur peuple, la sagesse de leurs ancêtres, la longue et lente tristesse de regarder leur monde s'éteindre. Il apprenait leurs coutumes, leur révérence pour la vie dans la vallée et la discipline de fer qui leur avait permis de survivre seuls. Il sentit une connexion se former avec elle, une douce indulgence qui était un baume pour son âme fatiguée. Mais le test de Kaya n'était pas terminé. Elle le poussait, non pas physiquement, mais mentalement. Elle l'interrogeait sur son passé, sur le feu, sur la famille qu'il n'avait pas réussi à sauver. Elle voulait voir la profondeur de sa douleur, la texture de sa culpabilité. Un homme brisé, peut-il construire quelque chose de nouveau? Ou est-ce que tes fantômes nous hanteront aussi? Ton chagrin empoisonnera-t-il ce seul comme il t'a empoisonné? La question le frappa plus durement que n'importe quel coup. Elle ne testait pas seulement sa capacité à survivre, elle testait sa capacité à vivre à nouveau. Et de sa réponse dépendait non seulement son propre destin, mais celui de la vallée entière. « Évidemment, nous avons parti de plusieurs fermes, » dit Kaya. La question de Kaya le hanta pendant des jours. Chaque balancement de la hache, chaque pierre qu'il déplaçait pour réparer leurs anciens murs était ponctué par cette interrogation lancinante. Était-il un bâtisseur ou un fossoyeur? Avait-il apporté l'espoir dans cette vallée ou simplement les cendres de son propre passé? Il réalisa que pour donner un avenir à ses femmes, il devait d'abord faire la paix avec l'homme qu'il avait été. La décision ne fut pas un éclair de génie, mais une lente et douloureuse acceptation. Une nuit, sous un ciel si clair qu'il semblait pouvoir toucher les étoiles, il alla trouver Kaya. Elle n'était pas dans sa demeure, mais au sommet du plus haut pic, un point de vue solitaire où elle veillait sur son royaume endormi. « Mes fantômes ne vous hanteront pas, » dit Caleb, sa voix se mêlant au doux murmure du vent nocturne. « Ils sont à moi, je les porterai, mais ils ne m'empêcheront pas de construire. Le chagrin, ça peut être une ancre, ou ça peut être une fondation. Ça m'a pris du temps de comprendre ça. » Kaya ne se retourna pas, mais il sentit un changement dans sa posture, un relâchement presque imperceptible de la tension qu'elle portait toujours. « Les fondations peuvent quand même s'effriter, » dit-elle, sa voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. « Tu n'es qu'un seul homme, Caleb. Nous sommes 3 femmes. La loi de nos ancêtres dit qu'un homme doit choisir une compagne, une seule. » Le poids de cette déclaration le frappa. Le choix. Elara, avec sa douce sagesse et son esprit curieux, avait guéri des parties de lui qu'il croyait mortes. Lyra, la silencieuse, communiquait avec lui par des actions, une compréhension tacite qui transcendait les mots. Et Kaya était le feu et la pierre, la volonté indomptable qui avait maintenu cette vallée en vie. La choisir, elle, serait choisir la survie, la force, le devoir. Mais en choisir une, c'était en rejeter 2 autres, c'était briser le fragile équilibre qu'ils avaient commencé à construire. « Alors changez la loi, » dit Caleb, et les mots lui vinrent avec une clarté qui le surprit lui-même. « Vos lois ont été faites pour un monde qui n'existe plus. Elles ont été faites quand il y avait des hommes à choisir. Vous avez survécu non pas grâce à vos anciennes lois, mais en vous adaptant,
en étant plus forte, plus intelligente. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous diriger ou pour vous diviser. Vous avez besoin d'un partenaire, un allié, pour toutes les trois. Il se tint là, son cœur à nu, ayant offert la seule vérité qu'il possédait. Le silence s'étira, lourd de l'histoire et de l'avenir. Kaya se retourna enfin, et à la lunar de la lune, il vit des larmes briller dans ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de reliance. Le reliance d'un fardeau qu'elle avait porté seule pendant si longtemps. « Nos ancêtres seraient horrifiés », murmura-t-elle, mais un lent sourire se dessina sur ses lèvres. « Alors, nous devrons leur construire un monde qu'ils ne reconnaîtront pas. » Ce fut sa réponse, son acceptation. Ce qui suivit ne fut pas une cérémonie, mais une promesse faite non pas avec des mots, mais avec des actions. Il leur apprit à monter à cheval, à tirer avec son colt, non pas pour se battre, mais pour comprendre le monde dont ils venaient. Elles lui apprirent les secrets de la vallée, les plantes médicinales, les sentiers cachés, la langue des oiseaux et des bêtes. Il n'était pas un roi ou un sauveur. Il était un pont entre leur monde isolé et celui qui se trouvait au-delà, une pièce manquante qu'elle n'avait jamais su qu'elle cherchait. Et avec le temps, l'amour est venu. Pas l'amour passionné et possessif qu'il avait connu autrefois, mais quelque chose de plus profond, de plus vaste. C'était l'amour tranquille qu'il partageait avec Elara en discutant des étoiles, la loyauté féroce dans le silence de Lyra, et la passion ardente et respectueuse qu'il trouvait dans les bras de Kaya. Et quand le premier enfant est né, un garçon aux yeux de son père et à la volonté de sa mère, ce n'était pas la victoire d'un homme, mais la survie d'un peuple. Parfois, Caleb se tenait à l'entrée de la vallée, regardant le désert hostile d'où il était venu. Il pensait à la ferme, aux cendres, à la douleur qu'il avait presque consumée. Ce n'était pas le chagrin qu'il avait défini, mais le choix qu'il avait fait après. Le choix de ne pas laisser la fin de son histoire être la fin de son esprit. Il avait marché dans la vallée comme un étranger, un homme fuyant ses fantômes. Il y était resté en tant que partenaire, un bâtisseur. Et à la fin, il était devenu ce que n'aucun homme n'avait été avant lui, le premier homme d'un nouveau monde, le père d'un avenir qui n'aurait jamais dû exister. Si ce conte d'amour interdit et de seconde chance a remué quelque chose dans votre âme, montrez un peu d'amour avec un j'aime et un abonnement, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Nous aimons avoir des nouvelles de nos compagnons de route et rêveurs, peu importe le coin du monde que vous appelez chez vous. Car dans les endroits les plus reculés de la Terre, ce n'est pas la force qui garantit la survie, mais la volonté de créer une nouvelle façon de vivre ensemble.